nous voilà pour la cinquième et dernière partie, donc la visualisation. Donc là, je me suis servi sur pas mal de sites web parce que faire des jolis graphiques, en fait, c'est un truc de designer et enfin, a priori, ça m'intéresse pas beaucoup. Et, et il y a des gens qui font ça en fait bien mieux que moi et la plupart des sites, notamment des packages Seaborn, Matplotlib, ils sont fourrés d'exemples avec des galeries et des plots en fait que des gens ont fait avec des super designs, avec enfin, de super couleurs, etc. Voilà, donc ne perdez pas trop de temps à configurer vous-même votre propre plot, essayez de trouver des jolis plots sur internet ou les reprendre dans le cours. Mais par contre, ces plots-là, il faut les adapter évidemment à vos données. Donc là, on retrouve de la série précédente qu'on a utilisée. En fait, c'était les ventes de médicaments anti-diabète en Australie. Voilà, donc ça, là, on va simplement passer sur les graphiques. Je ne vous présente pas le code à l'intérieur. Ici, c'est bien une fonction plot. Bon, je le présente quand même. Plotdf, c'est une fonction qu'on définit. Elle prend comme un input un argument qui est le data frame en question et ça plotte la valeur que vous souhaitez. Tu vois, Y label value, après vous le refaites passer dans le sélecteur du data frame et ça vous permet de faire le plot de value en changeant les couleurs, etc. Prix par data, ok, donc là voilà un autre joli graphique comme ça, c'est les mêmes données en fait, c'est les mêmes données qu'ici, sauf que c'est par année. Donc là, si vous voulez, on a cassé, étant donné que là c'est super cyclique et tout, ça peut valoir le coup de regarder par mois pour chacune des années. Donc ça, je le trouvais vraiment pas mal. Donc avec les années mis ici là comme ça en légende dynamique. Voilà. Donc quand vous avez comme ça, vous devez splitter, vous devez faire des travailler sur plusieurs sur des mois, sur plusieurs sous-années, etc. Ça vous permet de voir la dynamique de vos séries. On peut pas trop en parler, hein, mais c'est simplement que en 2017, il y avait plus de ventes que 2007, il y avait plus de ventes qu'à un autre moment, donc c'était lié, je sais pas moi, crise des subprimes, aussi en Australie. Bref, enfin, crise des subprimes en même temps, c'est pour le truc de diabète. Non, non, je dis des bêtises. Mais bref, mais tout ça, on peut pas trouver d'interprétation. Enfin voilà, faut connaître vos données et regarder euh, un petit peu voilà, ce genre de graphique juste pour voir s'il n'y a pas de problème ou d'outlier en fait. Là, vous pouvez aussi détecter, voir s'il y a des séries qui partent en l'air. Donc ceux-là aussi, voilà, les boxplots un petit peu. Donc là, boxplot indexé par le temps en X, donc 1991 en 2018, ou par mois, ici, quelles que soient les années, en fait. Donc ça vous permet de faire, voilà, donc là vous avez pareil le bout de code, donc là c'est fait avec SNS, donc SNS c'est le label pour Seaborn. Alors je vous le remets ici pour pas que vous le perdiez. Import Seaborn as SNS, ok. Donc ces graphiques-là, vous pouvez les adapter évidemment à vos données parce qu'ils utilisent des data frames ici aussi. Ok. Donc le site de Seaborn, quand même, je vous le montre parce que c'est un, c'est un grenier à visualisation, à graphique, il y a plein de choses. Vous avez une galerie ici avec tous les types de graphiques possibles et inimaginables en fonction de ce que vous voulez montrer. Ok, donc il y a une alternative un peu ça c'était sympa, c'est des graphiques un peu nouveaux, c'est les violin plots. Faut savoir les interpréter, mais en clair, en fait, ça étend un petit peu le boxplot, en fait. En prenant le boxplot, tu prends simplement min-max, les quartiers de la médiane. Et là en fait, ça vous trace une sorte de densité bizarre qui représente peut-être mieux les données, plus finement les données qu'un simple boxplot. Donc les violin plots, c'est assez intéressant aussi à regarder. Et il y a voilà, il y a plein d'exemples, comme ça, des scatter plots bivariés ou des densités. Ok, donc voilà, vous avez les codes. Donc là, pareil, ça c'est un bout de code qui est extrait du travail de mon collègue Pierre Durand. Donc là, je suis désolé, ça s'affiche un peu mal. Donc là, c'est parce qu'il travaille sur les défauts des banques. Euh, Là, en fait, c'est simplement pour vous montrer un simple graphique ici.
avec une ligne verticale. Souvent, c'est intéressant de mettre des lignes verticales pour marquer des événements, quoi. Voilà, notamment, j'imagine que c'est la crise. Cette fois-ci, c'est bon. Euh, du coup, euh, du coup, voilà. Donc là, je vous ai mis son code. Pareil, plot.title, vous vous doutez que c'est pour mettre le titre. Euh, Ça, c'est pour les, bon, pour la taille de la, c'est peut-être ça qui porte un problème. Euh, bon, ok. Voilà, c'est peut-être mieux. Ok, là il y a font size, c'est trop. C'est pour ça que c'était un peu trop. La, font size du titre, c'est pareil, c'est trop gros. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ok, voilà, donc ça c'est un graphique. Enfin, plein d'autres. Voilà, les histogrammes donc avec histplot de, de Seaborn, encore une fois. Donc là, ça vous permet de faire des plots empilés en fonction de critères, de caractères, donc idéal, premium, faire. Donc là, je ne sais pas à quoi correspondent exactement les données, mais les données sont normalement. Donc là, c'est des données liées au diamant. Donc le diamant, normalement, c'est un data frame, vous voyez. Donc à partir de ces micros exemples-là et en fonction de votre sujet, vous pouvez vous resservir de ce genre de graphique déjà bien designé, tout propre. Ok. Pareil, je ne rentre pas dans le détail de la documentation parce que chacun des types de graphiques a une documentation spécifique et c'est à vous quand même d'aller voir sur la documentation de Seaborn ou de Panda ou de Matplotlib pour faire vos graphiques. Parce que c'est vraiment spécifique à chacun des graphiques. Voilà, donc là un autre exemple avec un type de graphique que propose Seaborn, c'est LMplot. Ok, donc ça peut être intéressant. Donc là il y a 3 datasets parce que vous pouvez lui dire selon une variable, par exemple une variable qui s'appelle caractère ABC, là, ABC, vous pouvez lui demander de splitter selon un caractère dans votre data frame. Et LMplot, en fait, ça va vous sortir le scatterplot, donc les points, okay, les coordonnées, et un fit OLS en fait dans le nuage de points directement sans avoir à passer par en faisant le fit vous-même via StatModel ou quoi. LMplot, c'est vous le faites tout seul, ça vous trace la ligne moyenne qui traverse le nuage de points. Ok, donc là il y a d'autres choses encore, peut-être un graphique qui peut vous servir, c'est les densités pour voir, souvent quand vous avez une variable, typiquement là, si on reprenait, si on reprenait le data frame 4 et qu'on prenait le close, ça là on peut le faire ensemble par exemple. Ok, donc ça vous permet de regarder la densité, enfin l'histogramme, puis là c'est la densité parce que ça a été rapporté de telle sorte que l'air sous les courbes soit égal à 1. On fait une erreur. Ah oui. Oui, parce que là j'ai utilisé un autre. Voilà, ça vous permet de voir rapidement. Donc là, vous voyez que donc là c'est un KDE plot, donc en clair sur un histogramme. Donc si je faisais histplot pour vous montrer, voilà. Donc là, vous voyez, bon, c'est difficile de mettre un. Je sais pas pourquoi exactement ça me fait ça. En clair, vous avez quelque chose d'un peu non normal et le KDE plot, il va venir essayer d'estimer une densité en fonction des données empiriques. Donc, si on retourne sur le KDE plot, euh, après il faut faire des essais. Donc voilà, vous avez quelque chose de comme ça sur les 2000 sur les 2000 valeurs qui sont estimées. Okay. Donc là c'est dfclose, donc je ne sais plus comment on avait appelé comment on avait appelé les rendements.
c'est peut-être une description de rendement qui est plus intéressant. Donc, ici, PCT2. Donc, voilà, donc là, votre description de rendement. Donc vous voyez, vous avez une médiane, enfin une moyenne, une espérance qui est, on peut dire, autour de 0. Et vous avez une épaisseur à droite. Et comment dire, des valeurs négatives comme ça. Vous voyez que, je sais pas moi, 90% de l'air ici est compris entre des variations de moins 5% et des variations de 5% des rendements de Google, quoi, par exemple. Ça vous permet de parler, donc pareil, il faut dessiner. Ok. D'autres plots qui peuvent être utiles pour vous, donc on l'a peut-être vu un petit peu, non on l'a pas encore vu, ce sera avec Karma, c'est les plots. Ok, donc c'est les plots qui vous permettent de tracer enfin, c'est les plots de fonctions d'autocorrélation et de fonctions d'autocorrélation partielle. Donc ça, on va s'en servir pas mal dans les prochains chapitres. Donc là pareil, je télécharge un nouveau dataset, donc la petite fonction datParse qui va bien. C'est un dataframe de température que je mettrai à votre disposition également. Donc ici, quand on trace, voilà, ça vous donne dataframe. On fait tout le travail préalable sur les données, et quand on fait un premier graphique, voilà, ça c'est une série de températures, quoi. Zone d'été, zone d'hiver, et voilà, donc avec des chocs évidemment tous les jours. Enfin, c'est pas simplement une fonction sinus-cosinus, quoi. Donc vous avez une partie saisonnière, très visible, on pourrait décomposer, ok, et qu'on va devoir décomposer, et autour de cette partie saisonnière, vous avez un bruit, quoi. Donc c'est les chocs de température, étant donné la saison, étant donné qu'on aura retiré la saison qui est sinusoïdale. Donc si par exemple, on trace la fonction d'autocorrélation de cette série, température max, c'est une série de température max, vous voyez qu'il y a une très forte persistance, c'est-à-dire que la valeur au temps t dépend de la valeur au temps t-1, enfin t-1, t+1, ça dépend dans quel sens on regarde, si on regarde les lags passés. Donc là, il y a une très forte dépendance. En clair, quand le point ici, quand cette tige, elle sort du shade bleu comme ça veut dire que c'est significatif. Si le point était dans la surface bleue ici, ça veut dire que ce serait non significativement différent de 0. Donc là, on a bien des autocorrélations persistantes et significatives. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a une série saisonnière, avec une composante saisonnière. Donc la fonction d'autocorrélation partielle aussi, bon voilà, ok, donc là ça veut dire que c'est autant t lié avec le temps t-3 ici par exemple, t-2 là, purger des effets intermédiaires du temps t-1. Fonction d'autocorrélation partielle, c'est le temps t vs le temps par exemple t-3, purger de t-2, t-1, de l'effet de t-2 et t-1. Donc ici, on se fait une petite décomposition additive comme on l'a vu un peu plus haut. Donc là, c'est assez particulier ce que ça nous donne. Donc là, ça va nous donner, vous voyez, la série, ça c'est la série observée. La partie cyclique, en fait, vous la voyez pas parce que c'est des données journalières et c'est ultra dense. Mais en fait, ici, là, la partie cyclique, ça nous fait nous un rectangle bleu. Mais en réalité, ça oscille très fortement entre moins 0,1, entre 0,1 et moins 0,1. Et on le capte pas bien. Et en tout cas, alors normalement, c'est assez bizarre de décomposer comme ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le rectangle bleu. C'est que là, moi, j'aurais attendu plutôt une décomposition. Ce que je fais aussi dans ma thèse, c'est que la décomposition ici, c'est une décomposition de combinaison de sinus et de cosinus, de telle sorte que là, ce soit lisse, en fait. Donc là, voilà, pas le temps. C'est simplement, je fais une décomposition un peu brutale, histoire de vous montrer. Donc là, on prend les résidus, ici, de cette décomposition. Et si cette fois, si ça, c'est un bruit blanc, donc quelque chose de non autocorrélé a priori, donc résulte add.résid, donc ça stocke le résidu. Vous voyez ici que ça décroît très rapidement. Ça oscille un petit peu et ça décroît très rapidement. Et le point ici, quand il est dans la surface bleue, c'est-à-dire que c'est non significatif, c'est une autocorrélation non significative au seuil de 5%. Par défaut, c'est 5%, et dans la fonction de plot ACL dans la documentation, je crois qu'on peut mettre 1%, vous pouvez changer le seuil. Ok.
Voilà, donc là c'est une présentation voilà, de petits graphiques qui vont pouvoir vous être utiles après. Ce qu'on fera ensemble, on se resservira de ces graphiques-là, de ces notions d'importation, de gestion de base de données, en fait, dans des chapitres ou dans des séances un petit peu plus intéressantes sur l'économétrie. Donc voilà, la prochaine séance, ce sera sur les modules ARMA, les modèles ARMA, voilà, de la série temporelle univariée. Donc j'espère que vous en aurez fait un petit peu en cours. Je vais essayer de vous faire quelques rappels de cours, mais j'espère que vous aurez le background nécessaire pour comprendre ces modèles-là par ailleurs. Ici, je vous ai mis quelques sources, donc Machine Learning Plus, Seaborn, Panda, etc. C'est à l'aide de ces sources-là que j'ai construit le cours. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. En fait, il y avait beaucoup de choses dans cette séance. Et donc ça peut parfois un peu prêter à confusion. N'hésitez pas à mettre pause, à re-regarder la vidéo, à nous poser des questions. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et à la prochaine séance.